Alors moi je vais vous parler, il m'a été demandé de parler de l'état des forces armées françaises, de la situation. Alors je traduirai d'une phrase très simple, l'état est critique et la situation est une situation de crise. Plus exactement, nous sommes dans une situation d'une double spirale d'implosion que je vais essayer de vous décrire. Alors l'origine du mal, on peut la situer, bon, même si un soldat il se plaindra toujours de jamais avoir assez de moyens pour exécuter ses missions, mais quand même, on peut situer l'origine vraiment de la crise à la fin de la guerre froide. Et plus exactement à l'époque de ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Donc c'était une expression de Laurent Fabius. Et d'ailleurs, il est assez singulier de voir comment ceux qui s'empressaient de vouloir réduire les moyens de la défense sont aussi ceux qui maintenant veulent les utiliser le plus. Mais bon, à l'époque, l'idée, quand même, c'est d'économiser sur le budget de la défense, d'une manière générale sur les ministères régaliens, je vais y revenir, mais d'économiser sur le budget de la défense, parce que finalement, d'abord, ça sert plus à grand chose. Nous sommes en situation de paix, et nous sommes même dans une sorte de situation de super paix qui apparaît un peu à cette époque. C'est cette idée que, grâce au développement du capitalisme dans l'ensemble du monde et le développement de la démocratie, eh bien, il n'y aura plus véritablement de guerre entre les nations. C'est la fameuse thèse de la fin de l'histoire, que nous allons vers une sorte de glaciation pacifique, libérale démocratique, et que dans ce cadre-là, les armées ne serviront plus qu'à gérer les crises, à faire de la gestion de crise, à servir de gendarmes internationales pour éteindre les derniers feux qui pourraient apparaître dans ce cadre-là. Et puis deuxième facteur, c'est que bien cette mondialisation aussi, et finalement cette grande ouverture a été pour nous Français en tout cas le début d'une grande stagnation économique, de faible croissance, avec des difficultés budgétaires de plus en plus importantes, et bien évidemment en situation de difficulté budgétaire, on se retourne vers ce qui est le plus facile à réduire. On ne plume pas les oies en fonction de leur quantité de plumes, mais en fonction de leur capacité à crier. Les militaires ne crient pas, donc on les plume plus facilement. Je dirais même que si on nous demande 1 milliard, certains parmi nous, je me considère encore comme cela, proposeront même 2 milliards d'économies, s'il le faut, par discipline. Bien, le bilan de tout ça, c'est que il y a une contraction, effectivement, de l'effort en matière de défense, et je dirais même de l'effort en matière de sécurité au sens très large. C'est-à-dire que si on prend les 4 ministères assurant, les 4 ministères régaliens, en réalité, c'est la mission première de l'État, la sécurité, la défense des Français, l'intérieur, la justice, la diplomatie et la défense. Au début des années 60, l'effort qui était fait en termes de PIB, c'était de pourcentage de PIB, c'était 6,5. Dans les années 90, donc au moment de la fin de la guerre froide, nous sommes à 4,5. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 2,8% du PIB. C'est-à-dire, très concrètement, sur ces 25 ans, nous avons réduit les moyens qui servent à assurer la sécurité des Français et la défense des intérêts de la France. Si nous faisions le même effort de défense simplement qu'en 1990, en termes de pourcentage du PIB, nous dépenserions plus de 60 milliards d'euros par an pour le budget de la défense au lieu de 31 milliards. Et bon, j'imagine que les choses, et c'est sensiblement avec une moindre gravité, la même chose pour les autres ministères régaliens. Et donc j'ai le sentiment que globalement les Français seraient un petit peu mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. Bien, le problème de cette situation, de cette baisse de garde, c'est qu'elle s'est conjuguée aussi, elle est arrivée, ces dividendes de la paix sont arrivés juste après que dans les années 80, à l'époque de la petite guerre froide, d'une forte période de forte tension, on ait lancé toute une série de grands programmes industriels. Le programme Rafale en premier lieu, c'est le plus emblématique, quelque chose comme 40 milliards d'euros quand même au total, c'est le plus grand programme public, je crois, de toute l'histoire de la France, et qui représente à lui seul la moitié de tous les budgets, de tous les programmes d'équipement qui sont lancés à ce moment-là, porte-avions compris, et on se retrouve ainsi avec des grands programmes des années 80 qu'on lance, des programmes qui sont coûteux, parce que les matériels modernes sont plus coûteux que les précédents, fatalement. Et donc, on se retrouve dans une situation compliquée où
on décide, ou plutôt on ne décide rien, c'est-à-dire qu'on ne met pas à plat véritablement les choses à la fin de la guerre froide, et on décide notamment de rien supprimer, de rien toucher, et donc se retrouve avec ces grands programmes qu'il faut gérer. Dans une situation budgétaire de plus en plus contrainte, on va dire. Et là, dans un premier temps, comment on a fait? On a commencé par gérer un petit peu à la petite semaine, c'est-à-dire qu'on a repoussé un peu les commandes de matériel, on a réduit un petit peu les quantités que l'on voulait acheter. Concrètement, on a repoussé d'exercice budgétaire en exercice budgétaire, on a réduit plus ou moins la facture. Le résultat, plusieurs résultats. Le premier, c'est que ça aboutit finalement à augmenter les coûts unitaires, moins d'avions, mais chacun étant plus cher. On se retrouve même, au bout du compte, avec des programmes, certains programmes, comme le véhicule blindé de combat d'infanterie, qui équipe notre infanterie là, depuis peu, avec un programme qui va coûter plus cher que prévu initialement, mais pour beaucoup moins d'engins que prévu également initialement. On a la même chose avec les frégates dites multimissions. Ça, c'est le premier effet, c'est qu'au bout du compte, les économies globales, à court terme, oui, à long terme, pas grand-chose. Deuxième effet, c'est que du coup, comme on a retardé ces équipements modernes, eh bien, on a conservé fatalement des matériels plus anciens qui, pour le coup, deviennent très coûteux à maintenir en état, parce que ce n'est pas du tout prévu, qui s'usent, qui sont très usés et qui coûtent très cher, beaucoup plus cher qu'en maintenance. Donc un coût de la maintenance aussi qui a explosé. Et puis le troisième effet, c'est que ça a séché aussi toutes les capacités d'investir dans quelque chose de nouveau en matière technique. Les matériels, ce qu'on appelle les matériels modernes actuellement, l'avion Rafale, l'hélicoptère Tigre, l'hélicoptère NH90, 90 comme 1990, tous ces équipements que l'on dit modernes, en réalité, ce sont des engins du passé. Ce sont des engins qui ont été conçus pendant la guerre froide pour affronter les forces du pacte de Varsovie. Et hors de ces engins, point de salut. Les drones, par exemple, on a un retard, on a acquis un retard considérable en la matière. Donc au bilan, on est dans une situation qu'on pourrait qualifier de big crunch, c'est-à-dire d'effondrement de la capacité technique simplement de nos armées en termes du nombre d'équipements. L'armée de terre, elle a actuellement quelque chose comme 2 fois moins d'hélicoptères qu'en 1990, 4 fois moins de canons et au moins 6 fois moins de chars qu'en 1990. Alors on pourrait me dire, oui, mais ça a été remplacé par des matériels plus modernes. Certes, mais en quantité relativement limitée. Et au bilan, vous avez des îlots de modernité, des engins effectivement très modernes, mais tout autour, tout tombe en ruine. Autour du Rafale, de excellents appareils, sans nul doute, très polyvalents, remarquables, ceux qui servent à le ravitailler en vol. S'il n'y a pas de ravitaillement en vol, en réalité, on ne fait pas grand-chose avec eux. Ces avions ravitailleurs en vol, ils sont beaucoup plus vieux que leurs pilotes et ils tombent en ruine. Pendant l'opération en Libye, en 2011, heureusement qu'il y avait des avions ravitailleurs américains, sinon nos avions français n'auraient plus volé assez rapidement. Pour l'aviation de transport, il en est de même. Notre aviation de transport, nos capacités de transport n'ont pas été renouvelées à temps et on est dans une situation assez complexe en la matière. Et donc l'idée géniale, à la suite de du constat qu'on n'arrivait pas malgré tout à résoudre cette crise, qui est une crise budgétaire, c'est l'idée géniale suivante, ça a été d'économiser sur les hommes. Donc de sacrifier des hommes, de sacrifier ceux qui utilisent le matériel pour essayer de sauver ceux qui les fabriquent. Alors déjà, la professionnalisation avait permis de tailler quand même assez largement dans les effectifs. Et puis, à partir de 2008, du livre blanc de 2008 et de la revue générale des politiques publiques, on a rajouté une très large couche avec une couche suivante avec le livre blanc de 2013, avec cette idée assez folle de dire on va simplement supprimer 80 000 postes dans les armées, c'est l'équivalent d'un site de Florange tous les mois, pour pouvoir se payer les équipements. C'était le slogan du livre blanc de 2008. Alors ça, bien évidemment, ça a un certain nombre d'effets aussi négatifs. D'abord parce que 80 000 soldats de moins, on fait moins de choses. On n'est pas forcément comme dans une chaîne de fabrication industrielle où on peut éventuellement remplacer des ouvriers par des robots. Non, ça c'est pas possible. Pour faire la sécurité à Bangui, vous pouvez pas envoyer des robots à l'heure actuelle. Et on se retrouve dans une situation où effectivement, pour prendre l'exemple de Bangui, en fin de 1913, on se retrouve où on n'a plus que 1600 soldats à envoyer au cœur d'une ville en plein chaos qui représente plus d'1 million
d'habitants. On les envoie dans une mission qui est impossible. Deuxième effet, outre donc cette perte de capacité intrinsèque, hein, les soldats ont fait des choses, et quand on en a moins, on fait moins de choses. On ne peut pas les remplacer par de la technique. Deux effets pervers complémentaires. Le premier, c'est qu'on s'est cru dans les armées obligés de faire des réformes, des restructurations internes pour économiser quelques postes, et ça aboutit à des choses assez baroques. Pour le moins, ça aboutit à cette situation où, par organisation floue, on aboutit à se doter d'un logiciel de paiement qui est un logiciel fou, un logiciel aléatoire. Mais bien évidemment, avant d'adopter ce logiciel, on a pris soin de supprimer tout ce qui aurait pu permettre de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on réduit les effectifs de ceux qui gèrent les soldes. Et quand le signe noir, l'oiseau apparaît, eh bien on est complètement bloqué et on est sidéré devant le problème, devant cette situation qui perdure, hein, où on a des soldats qui sont payés assez aléatoirement. Le deuxième exemple de situation baroque, c'est bien évidemment les bases de défense, qui, au nom de quelques économies, ont introduit une rigidité considérable dans le fonctionnement interne des armées. Maintenant, si vous voulez changer une ampoule, enfin avant, pour changer une ampoule dans le bureau d'un colonel, le colonel téléphonait au service, on appelait ça le casernement de ceux qui géraient les bâtiments. Le service de casernement arrivait avec l'ampoule, changeait l'ampoule et le problème était réglé. Maintenant, il n'y a plus de service de casernement, donc le colonel doit faire une demande sur un logiciel qui s'appelle Sillage, si je me souviens bien, et il fait, voilà, je demande une ampoule. Et là, ça part à la base de défense, qui peut être à 50 km, où là, on va classifier les demandes, faire une ordre de priorité, voir si c'est vraiment utile, appeler le colonel pour dire est-ce que tu as vraiment besoin de cette ampoule. Bon, si la réponse est oui, on va envoyer une société civile qui va venir changer l'ampoule, et je pense à un coût au bilan supérieur à ce qu'il aurait été précédemment avec le casernement. Et donc, autre effet, qui est une conséquence également de tout ça, c'est qu'on introduit une pression sur les hommes. Suppression des effectifs, difficulté, une vie quotidienne qui est plus compliquée qu'avant, conditions de travail, on va dire, d'une manière générale, qui sont pénibles. Dans une organisation qui est une organisation, on n'a pas oublié, mais une armée moderne professionnelle, c'est une institution qui est fondée sur le volontariat, c'est-à-dire sur la bonne volonté des gens à venir et la bonne volonté à rester. Une armée jeune où il y a un énorme turnover, 70% des militaires sont des gens en contrat à durée déterminée, en CDD, et avec une moyenne d'âge qui est de 10 ans inférieure à celle du reste de la fonction publique, on va dire. Et si on met une pression sur les individus, eh bien ils viennent moins nombreux, et ils partent plus facilement qu'avant, et ils partent plus. La durée de leur service est inférieure. Alors on me dirait bon, pourquoi pas, mais ce que ça induit un capital d'expérience qui s'appauvrit. C'est-à-dire que vous ne faites pas la même chose. Une armée, une troupe, c'est un capital d'expérience. Si on se comporte bien au Mali, si nos soldats se battent bien au Mali, c'est parce que vous avez des anciens parmi eux. S'ils font pas de conneries, si vous n'avez pas comme dans certaines unités d'autres pays, beaucoup plus jeunes, beaucoup moins matures, vous n'avez pas des gens qui tirent un peu sur la foule, qui font n'importe quoi, c'est parce que vous avez des anciens, vous avez une troupe qui est expérimentée. Si vous réduisez cette expérience, eh bien vous fragilisez notre outil, vous réduisez son capital de compétences, et vous le rendez moins efficace et plus susceptible de conneries, tout simplement. Et donc, au bilan, la situation actuelle, ou au moins jusqu'aux événements récents, c'était une sorte de crise des ciseaux. C'est-à-dire que vous avez deux facilités avec les forces armées. Je l'ai dit, c'est la facilité à réduire ses moyens, réduire son budget. Et puis une deuxième facilité, c'est l'employé. Donc c'est assez contradictoire. Dans le système institutionnel français, il est très facile d'employer la force armée pour le président de la République, il suffit qu'il décide. Et donc alors ça présente des tas d'avantages opérationnels, hein, incontestablement. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une tentation forte quand même à employer les forces armées. Ça fait homme d'État, c'est facile, on engage l'armée, même si ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins on montre que l'on fait quelque chose. Les attentats de 1986 à Paris, donc les attentats d'origine iranienne, décision du Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, on engage l'armée aux frontières, à l'époque il y avait encore des frontières, la frontière de la France. Voilà. Et donc moi je me suis retrouvé, jeune sergent, devant la frontière luxembourgeoise, à barrer de mon corps le pays des terroristes luxembourgeois.
Ce qui au passage a fonctionné, puisqu'il n'y a jamais eu d'attentat luxembourgeois en France. Mais il n'y a quand même pas une journée où je me demandais qu'est-ce que je fous là quand même. Mais très clairement, j'étais un objet politique, ce qui est le propre du soldat, vous me direz, hein, un objet politique, mais de politique intérieure. Je servais d'anxiolytique à la nation, à la population. Il fallait rassurer la population, montrer que l'on faisait quelque chose. Bien. Au bilan, on a un peu oublié que, effectivement, une armée, ça sert avant tout à vaincre des ennemis. Et nous sommes dans une situation où nous sommes capables de vaincre de moins en moins d'ennemis, en réalité, avec le temps qui passe. Et en plus, nous avons tendance à multiplier non seulement des moyens qui sont de plus en plus réduits, relativement, hein, c'est toujours par rapport, l'emploi de la force armée, c'est toujours par rapport à d'autres forces armées, et donc en termes relatifs, nos moyens et nos capacités de vaincre se réduisent, mais en plus nos moyens qui se réduisent, nous avons tendance à les disperser et à les multiplier. Alors ça a été évoqué, mais je rappelle là-dessus, mais il n'y a que deux manières d'employer la force légitime, c'est la guerre et la police. La différence entre les deux, c'est la politique. C'est-à-dire que dans la guerre, on désigne un ennemi, qui est une entité politique, un État ou non, mais voilà, c'est un affrontement politique, on cherche à imposer notre volonté à quelqu'un d'autre, à une autre entité politique, éventuellement à la détruire, ce qui arrive très rarement, mais voilà, on impose sa volonté. Une guerre, c'est un début, ça a une fin. La police, c'est autre chose. La police, il y a un ordre, une sécurité, une situation, et puis il y a des contrevenants à cet ordre qui apparaissent et on les neutralise. Et ça, c'est une mission sans fin. Et effectivement, confondre les deux, c'est l'occasion d'un certain nombre de désagréments sur lesquels je vais pas revenir. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les forces armées peuvent être à l'extérieur engagées dans des missions de police. On appelle ça en termes militaires des opérations de stabilisation, c'est-à-dire les endroits où on est dans le chaos, où il n'y a plus d'instruments régaliens sur place pour assurer la sécurité. Bon, typiquement, la République centrafricaine, ce n'est pas une opération de guerre, c'est une opération de stabilisation. Donc on est là pour essayer de rétablir un minimum de sécurité et puis laisser les instruments régaliens locaux prendre ensuite la charge de la sécurité. Alors nous sommes engagés dans ce type d'opération, donc l'opération Sangaris, donc je rappelle qu'elle devait durer 6 mois à la fin de 2013, nous y sommes toujours. Nous sommes toujours au Liban, mais en même temps, nous sommes en guerre contre les organisations djihadistes. Là, pour le coup, nous sommes en guerre puisqu'il y a affrontement politique. Nous sommes en guerre en réalité contre ces organisations depuis 20 ans, les attentats de 95 au moins. Donc, nous sommes en guerre déjà contre les organisations sahéliennes. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique actuellement, Al-Mohabitoun notamment, et donc nous menons la guerre. Nous y sommes, c'est l'opération Serval, puis ensuite l'opération Barkhane. Nous sommes pleinement impliqués. On peut discuter de la stratégie à long terme sur place, mais là au moins sa cohérence. Et puis, avec les événements, nous avons cru pouvoir nous engager dans d'autres conflits, nous engager dans un conflit en Syrie, en Irak et en Syrie contre l'État islamique. Je rappelle que l'État islamique existe depuis 2003, que jusqu'à là cet État islamique ne nous avait pas attaqué. C'est pas dit qu'il n'aurait pas fait. Hein. Ces gens-là nous détestent prodigieusement, mais en l'occurrence, c'est quand même nous qui avons déclaré la guerre. Nous avons déclaré la guerre en envoyant 12 avions. C'est-à-dire que voilà tout ce que nous pouvions faire pour vaincre cet État islamique. Donc, nous avons rajouté une deuxième couche. Au moment des attentats en janvier, nous avons, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, facilité de l'emploi de la force armée, ça fait bien, ça fait homme d'État, on fait quelque chose, et donc nous sommes les seuls au monde à avoir engagé l'armée dans les rues pour une efficacité opérationnelle qui est nulle, hein, on pourra en discuter, mais qui est en réalité assez faible, mais en fonction d'actualité. Au bilan, quand l'ensemble des forces qui sont engagées dans cette guerre contre les djihadistes, ces 3 opérations que je viens de citer, ça fait, on est au niveau de ce que le livre blanc de 2013 prévoyait comme engagement majeur. C'est-à-dire que nous sommes dans l'engagement majeur, le conflit, la guerre, le maximum de ce qui était prévu par le livre blanc, pour des effets stratégiques que l'on voit pas bien en réalité. C'est-à-dire qu'on voit pas très bien quel est le chemin vers la victoire et comment, avec ces moyens dispersés, cet empilement d'action et de réaction à usage interne ou usage diplomatique pour certains, on va gagner la guerre. Et donc, nous retrouvons, et je conclurai là-dessus, une situation que décrit Machiavel,
en l'État se trouve une situation très malaisée entre où il ne peut pas goûter la paix complète et en même temps où il se trouve une situation où il peut difficilement gagner la guerre dans laquelle il s'est engagé. Nous combattons, et les forces françaises sont parmi celles qui combattent le plus en réalité, qui sont le plus engagées, au moins dans les nations européennes et américaines, enfin occidentales on va dire, au sens large. Mais nous combattons de plus en plus dans le vide et avec une épée, et nos moulinets s'effectuent avec des épées, enfin une épée de plus en plus petite. Voilà, je vous remercie.